Quelle est la différence entre l'appartenance nationale et l'appartenance communautaire? Quelle est la différence entre l'individu citoyen et l'adepte affilié? 1. La patrie-société et la Jama'a secte. L'adepte, dit mouride, appartient à une secte ou à une Jama'a, alors que l'individu appartient à la société plus large qu'est la patrie. Pour le mouride, la secte remplace la société, la secte est la patrie de l'adepte et la patrie est la secte de l'individu. Ces deux types d'appartenance ne sont pas complémentaires, comme on pourrait le croire, mais opposés. En effet, l'appartenance sectaire ne se construit que sur les ruines de l'appartenance nationale. Autrement dit, si le disciple se sentait vraiment patriote, il n'aurait pas besoin d'appartenir à une structure plus petite et plus fermée qui est la secte. S'il était un individu, il n'aurait pas besoin de devenir un adepte. 2. De l'individu citoyen à l'adepte. Quelles sont les causes qui poussent l'individu à se convertir en adepte? En général, les besoins du citoyen sont similaires à ceux du disciple. Ce dont ils ont besoin, c'est le besoin communautaire. Le citoyen abandonne une part de sa liberté à la société en échange d'un sentiment de sécurité et d'appartenance interactive avec les autres membres du corps social. Il en va de même pour l'adepte vis-à-vis de la secte. En d'autres termes, ce que recherche le citoyen individu, c'est exactement ce que recherche l'adepte mouride, appartenir à un groupe humain avec lequel il partage des droits et des devoirs, un groupe qui lui procure un sentiment de sécurité, et donne à son existence une dimension collective. La question est donc, puisque la société et la patrie offrent ce besoin d'appartenance collective, et de partage avec les membres de la société, pourquoi le citoyen individu se transforme-t-il en adepte, et remplace la patrie et la société par une secte ou une Jama'a? La cause est souvent le repli idéologique, le sectarisme religieux et l'intérêt politique étroit, qui peuvent pousser un groupe humain à se refermer sur lui-même, et à s'isoler de la société. Ce groupe restreint développe alors ses propres objectifs, principes et valeurs, différents voire opposés à ceux de la société plus large à laquelle il appartient. La secte ou la communauté, naît lorsqu'un groupe humain, s'agrège autour d'idéaux chimériques, de visions utopiques, de superstitions, d'hérésies religieuses, de complexes psychologiques et d'instincts négatifs, tels qu'un sentiment profond d'injustice, d'égarement, de victimisation, de haine ou de fanatisme. Ces idéaux et instincts latents, réprimés ou différés, finissent par se cristalliser dans la figure du cheikh ou du gourou. Cela signifie que la secte préexiste au cheikh fondateur. Le cheikh ou le gourou est pour la secte à la fois la cause et l'effet. Car d'une part il n'est que l'incarnation de ces idéaux et principes que les disciples espèrent. Mais il est aussi la matrice qui donne existence et forme à la secte, sur le plan organisationnel, il est une cause, et sur le plan symbolique il est l'effet. L'appartenance sectaire se construit en opposition à l'appartenance nationale et sociétale. Par conséquent, toutes allégations des mourides sur leur attachement à la patrie, n'est que tromperie et hypocrisie. Car leur adhésion à une secte équivaut à un reniement de la patrie, et à un abandon de celle-ci. Et en pire, la nation devient un obstacle à la mise en œuvre, et à la pratique de leur appartenance sectaire. La patrie devient l'unique et véritable ennemi de la secte, même si celle-ci prétend être hostile à des entités extérieures, comme Israël ou l'Occident. La secte ne s'oppose qu'à la patrie, elle s'allie à ses ennemis et combat ses alliés. Le sentiment que nourrissent les sectes vis-à-vis de la société, dans son ensemble est ambivalent, d'un côté, elles la perçoivent comme un butin à conquérir et à soumettre. Elles la considèrent comme une terre étrangère qu'elles envahissent, qu'il faut domestiquer et maîtriser. De l'autre côté, elles voient la nation comme un obstacle à leur liberté de croyance, de comportement et à leurs principes de vie. Autrement dit, en période de faiblesse, elles considèrent la nation comme une puissance occupante brutale qui réprime leur liberté. Et en période de force, elles la considèrent comme une simple colonie sous leur contrôle. La secte devient ainsi une partie plus grande du tout. C'est ce que nous avons observé en Égypte, où la situation du président Mohamed Morsi au sein de la confrérie était la suivante. Il était membre du conseil de la guidance, chargé de la présidence. Cela signifie que la présidence de l'État n'était qu'un détail secondaire dans la vie de la confrérie. Autrement dit, les sectes se comportent comme une tumeur silencieuse qui se métastase discrètement jusqu'à exploser dans le corps de la nation. Et c'est ce qu'ils appellent la prise de pouvoir, ou le tamkin. 2. La différence entre l'adepte mouride et le citoyen individu. La différence entre l'appartenance à une patrie et l'appartenance à une Jama'a réside dans le fait que le citoyen est lié à une entité abstraite et normative, appelée la société,
laquelle est composée de systèmes sociaux, de structures juridiques, de codes de conduite et de normes culturelles, et non pas à de personnes en particulier. En revanche, le disciple ou mouride est lié à une personne précise, comme un cheikh ou un réformateur, qu'il considère comme l'incarnation des idéaux qu'il espère réaliser. C'est ce que Henri Bergson explique dans ce texte. Dans le premier cas, la personne s'attache à l'impersonnel et vise à s'y insérer. Dans l'autre cas, elle répond à l'appel d'une personnalité, qui peut être celle d'un révélateur de la vie morale ou celle d'un de ses imitateurs. Parmi les différences les plus marquantes entre le citoyen et le disciple, il y a le fait que le citoyen conserve son individualité et sa singularité par rapport aux autres membres de la société, tandis que les disciples sont fondus dans la couleur de leur idéologie, et se soumettent au principe général de la secte ou de la confrérie, ce qui les transforme en de simples numéros au sein d'un troupeau, au lieu d'être des individus dans une société. La société est plurielle, on y trouve des croyants, des athées, des conservateurs, des progressistes, des féministes, des patriarcaux, des artistes, des rigoristes, etc. Tandis que dans une secte, tout le monde adopte une seule et même couleur, un seul mode de vie. La société tolère la différence, alors que la secte ne connaît que l'altérité et le conflit. C'est pourquoi les sectes expulsent leurs membres dès qu'ils osent émettre une critique, car cela signifie qu'ils commencent à devenir des individus. Le citoyen a des opinions, et sa critique envers sa société ne diminue pas et ne remet pas en question son appartenance. L'adepte suit des dogmes. Sa critique envers la secte vaut la trahison. La relation de l'individu avec la société est évolutive, tandis que celle du disciple avec le groupe est figée et immuable. L'individu possède une existence propre indépendante de la société, sa valeur émane de lui, tandis que le mouride n'a aucune valeur en dehors de son groupe. L'individu vit sa propre essence, sa liberté et son style, tandis que le disciple n'est qu'une fonction dans un système. Car la secte veille en permanence à ce que ses membres n'en dévient pas, en les ramenant dans le cadre de leur fonction dès qu'ils s'en éloignent. Cette surveillance existe aussi dans la société, mais elle concerne ce qui est commun entre les individus, comme le respect de la loi, c'est-à-dire la vie publique. En revanche, la surveillance dans les sectes s'étend à la vie privée, au point d'exiger du disciple qu'il règle sa vie intime en fonction des intérêts du groupe. Ainsi, ces sectes dans leur structure, se rapprochent des organisations mafieuses, avec leurs omertas, leur hiérarchie et leurs lois propres, souvent, en contradiction avec les lois de la société. Le mouride, disciple, considère que la société dans son ensemble, constitue un obstacle majeur à l'accomplissement de son appartenance sectaire. Car il ne peut jamais totalement se détacher de son appartenance à la société. Il reste lié malgré lui à cette dernière, par le travail par exemple. C'est pourquoi le mouride disciple ne vit pas dans la sérénité, car il subit quotidiennement cette contradiction et ce déchirement entre son appartenance choisie qui est la secte, et son appartenance forcée, à savoir la société. C'est pour cette raison qu'on voit les mourides sombres, déprimés, chaque fois qu'ils quittent leur foyer, car ils font le passage de l'appartenance restreinte, plus pure et plus confortable, à l'appartenance plus large, qui leur est hostile. Ils passent alors leur temps à se lamenter, à critiquer la société dans tous ses aspects, à la diaboliser et à tenter de la conformer aux principes et conceptions de leur secte. Lorsqu'ils parlent de réforme du pays, ils entendent en réalité le conformer aux normes de leur jama'a, car ils considèrent que l'état actuel du pays empêche la réalisation de leur idéal. Le mouride ne sera satisfait du pays que lorsqu'il sera adapté aux principes de sa secte. Or, comme cela est impossible, la souffrance du mouride est inévitable. Elle s'intensifie même à mesure que le pays progresse et s'améliore, car le souhait profond du mouride disciple est que le sentiment national s'efface au profit de l'appartenance à la secte. C'est pourquoi les gens perçoivent une dualité dans le discours des mourides. Ils prônent, par exemple, la démocratie dans le cadre national, mais la rejettent au sein de la secte. C'est parce que la démocratie n'est pour eux qu'un outil pour déconstruire le pays, en vue de parvenir à une communauté totalitaire centrée autour d'une seule idole. Et lorsqu'ils parlent de liberté d'expression et de pluralisme, ce n'est qu'une étape pour instaurer la domination d'un avis unique sacralisé. Lorsqu'un individu est citoyen, commet un crime contre un autre individu, il éprouve de la culpabilité vis-à-vis de la société, ou du moins, ne nie pas que son acte constitue un délit. En revanche, le mouride disciple considère que ces crimes contre la société et la nation sont un devoir, une obligation légitime. Car il perçoit la société comme un système extérieur à son appartenance et hostile à lui. Si jamais il commet un crime contre un autre membre de sa secte, ce qui est rare, la secte s'empresse de contenir l'affaire, pour qu'elle ne soit pas divulguée au reste de la société.
c'est ce qui se produit, par exemple, dans les cas d'adultère, où la secte s'emploie à faire taire la victime, et à l'empêcher de porter plainte. Cela signifie que la secte rejette toute résolution du conflit selon les lois de la société ou de l'État, et fait ainsi de l'intérêt de la Jama'a, le faux ou fond la dignité du mouride. La différence fondamentale entre ce que veut un individu et ce que veut un mouride, est que les objectifs de l'individu sont réalistes et concrets, tandis que les rêves du mouride sont idéalisés, chimériques et irréalisables. La relation de l'individu avec la société est basée sur l'échange, le donnant-donnant, tandis que la relation du mouride avec sa confrérie est fondée sur la soumission organique, et un lien organisationnel qui lui fait tirer de la joie dans le labeur désintéressé pour la secte. L'engagement de l'individu dans la société est motivé par l'intérêt général, pour lequel il est prêt à sacrifier une partie de son intérêt personnel. Le mouride, quant à lui, suit une figure ou une autorité qui lui propose des idéaux, que la société ne saurait lui permettre de réaliser. Si les sociétés non humaines, comme celles des fourmis ou des abeilles, sont régies par l'instinct, où aucun insecte ne diffère d'un autre, si ce n'est par la nature de sa fonction. Les sociétés humaines, elles, s'en distinguent, car l'être humain possède l'imagination, la raison et la conscience de soi, c'est-à-dire l'individualité. Ainsi, la communauté fermée, la Jama'a, et la secte représentent un retour de l'humain vers une société instinctive non humaine. Autrement dit, les sectes ne sont pas seulement régressives sur le plan idéologique et conceptuel, mais aussi sur le plan organisationnel et structurel, les sectes effectuent une régression de l'état de culture vers l'état de nature.